Faut-il interdire le foulard islamique à la fac ? Écoutez, c'est un débat récent qui vient d'être soulevé par la Commission pour la laïcité et l'intégration, et sur laquelle ont pris position des universitaires et en même temps l'Institut pour la laïcité en France, la Commission. Et les deux ont émis, on ne saurait dire plus, un avis réservé, bien entendu. Et le vôtre ? Quel est votre avis ? Non réservé, celui-là, mais tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire d'estimer que c'est pas actuellement la nécessité et que, au surplus, ça ne tendrait qu'à une stigmatisation supplémentaire de l'ensemble des musulmans qui ont à voir ou rien à voir avec cette réalité universitaire. Pourtant, on a bien interdit à l'école le port des signes religieux depuis la loi 2004. Pourquoi ne pas étendre cette loi aux universités françaises ? À l'université, ce sont des adultes. L'école, c'est des enfants. C'est une influence qui peut être très, très liée à l'immaturité de l'enfant. Mais là, être universitaire, vous l'avez été comme moi, il s'agit quand même de gens qui ont passé la majorité, qui ont la maîtrise de leur pensée, je suppose, et leur responsabilité personnelle. Et puis, tout de même, la révolution est passée par là pour dire que les droits de l'homme ne sont pas limités. Au contraire, s'ouvrent avec la majorité, s'ouvrent avec la citoyenneté, s'ouvrent avec la qualité humaine et de l'humanisme français. Mais on parle pas du voile intégral, hein, on parle du foulard islamique. Et c'est pas choquant d'aller dans un amphithéâtre avec un foulard islamique ? Écoutez, les présidents d'université ont jugé que c'était superflu, qu'il n'y avait pas à leurs yeux de troubles particuliers dans l'université. C'est pas ce que dit le Haut Conseil Intégration, hein, qui fait parler notamment des enseignants qui sont mal à l'aise face à une montée du communautarisme. Oui, on peut voir les choses comme ça, mais c'est un phénomène beaucoup plus général. Je ne crois pas que ce soit celui particulier de l'université. Donc ça existe, cette montée du communautarisme dans nos sociétés françaises. Communautarisme ou plutôt intolérance ou plutôt rejet, les sondages sont là dans l'opinion générale qui montrent une difficulté à accepter certains rites de l'islam ou certains comportements ou certaines actions. On a vu tout de même des choses tout à fait regrettables, l'affaire générale, le terrorisme et tout ça, ça n'alimente pas une sympathie particulière de l'opinion. Est-ce que vous comprenez que les Français effectivement semblent avoir un peu peur de l'islam ? Vous la sentez cette peur ? Écoutez, c'est une peur, disons, un peu sinusoïdale. Elle monte, elle se rassure, elle veut trouver des interlocuteurs qui lui apportent des apaisements. Ça, vraiment. Je rends hommage au président de la République, à Monsieur Hollande, qui, dès son arrivée, déjà au moment de la campagne, et ensuite, comme président, a eu des mots d'apaisement pour lesquels, véritablement, je le loue profondément. Oui, mais parfois on reproche aux autorités musulmanes, et vous en faites partie, vous êtes aujourd'hui président du Conseil français du culte musulman, votre silence finalement face à la montée d'un certain intégrisme. C'est profondément ce que vous dites, c'est pourquoi nous insistons, nous voulons profiter de cette période du Conseil français musulman pour inciter les nôtres à convenir finalement, de faire une espèce de convention générale de la vie des musulmans en France pour dire voilà ce que nous souhaitons, mais voilà ce à quoi nous nous engageons. Et ça n'a jamais été fait, ou alors dans des périodes discordantes, ou en tout cas sans ordre, nous souhaitons qu'il y ait une espèce de charte, si vous voulez, qui serait notre travail, à nous, musulmans, responsables, de dire voilà ce qu'est notre vie de musulmans. Je ne dis pas ce qu'est l'islam, il ne m'appartient pas, il appartient à la communauté, mais moi, ma vie de musulman, la vie de mes compatriotes musulmans, de mes concitoyens musulmans français de France ou vivant en France, eh bien, nous avons à dire, voilà, notre engagement à vivre en paix, notre engagement à refuser, bien entendu, la violence, bien entendu, le terrorisme, bien entendu, les dérapages qui, au nom de l'islam, au nom souvent usurpé de l'islam, donne de une image absolument négative, détestable, et qui joue contre les musulmans eux-mêmes. Donc une charte que vous allez établir vous-même ? Comment oui, ça ? Nous avons contacté un certain nombre
de personnalité, et je pense qu'elle est plus que jamais nécessaire de mettre noir sur blanc. Voilà ce que nous attendons de notre vie de citoyen en France. Nous avons droit à notre identité, à la pratique de notre culte, à la liberté de religion, etc., etc. Il y a un certain nombre de droits pour les religions, malgré la laïcité, et je ne dis pas malgré, au contraire, conformément à la laïcité. Et puis d'un autre côté, en tant que citoyens, nous avons des devoirs. Notamment en tant que citoyens musulmans de France, nous souhaitons que notre rapport soit un rapport qui a toujours été positif pour la nation française, que ce soit les combattants de 14-18 ou les travailleurs qui ont donné leur sueur et leur front et leur travail pendant certains temps. Les musulmans ont été un apport positif et qu'il continue aujourd'hui avec les nouvelles générations à s'intégrer dans la société française de manière pacifique, utile et, je dirais, peut-être estimée. Attrape, les émeutes du mois de juillet ont commencé après le contrôle d'une femme entièrement voilée. Finalement, on a très peu entendu la voix des musulmans dans cette affaire. Oui, c'est vrai, ça nous a beaucoup gênés parce que la personnalité qui a été mise en cause à ces moments, puis le conflit avec des policiers a quelque chose d'éminemment gênant. Et il y a eu quelque part un abus quelque part. Un abus du côté des policiers aussi ? Je ne sais pas, il faut attendre. Il y a une commission d'enquête et nous louons l'État d'avoir mis en route une commission d'enquête pour savoir la vérité de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le policier qui a provoqué? Est-ce que c'est la dame un peu énervée qui a protesté, a appelé à l'aide, etc. Donc une émeute, c'est très difficile de délimiter. Nous regrettons, bien entendu, ces faits détestables, notamment d'appeler les gens à des émeutes ou d'appeler les gens à manifester. Nous-mêmes avons appelé l'ensemble des communautés d'État à garder le calme. Mais Trappes serait le berceau du salafisme en France. Alors le salafisme, on le voit partout et nulle part. Le salafisme, il faut savoir le définir, notamment par rapport aux conditions économiques, sociales ou sociétales des milieux où se développent ces mécontentements et ces revendications. Donc, il faut pas se contenter. Ah oui, il y a une personne, vous savez, parce qu'elle a une barbe et une... Non, c'est un peu juste jeune homme, comme dirait Cyrano de Bergerac. Non, ça s'analyse et nous voulons voir si les conditions économiques, la crise, le chômage, qui frappent forcément beaucoup de jeunes musulmans, de gens diplômés, de gens qui n'ont rien à voir avec les pratiques salafistes, si vous voulez, mais qui trouveront là un aliment, peut-être une écoute, ou en tout cas... Mais comment vous l'expliquez, ça, ce phénomène? Parce que, par exemple, à Trappes, c'est une jeune femme convertie. On voit des jeunes français se convertir et adopter finalement ce radicalisme religieux. Pourquoi, selon vous? Parce que ces jeunes ont besoin de repères, des repères qu'ils ne trouvent pas dans la République française? Mais si, trouvons tout dans la République française, mais seulement qui? C'est la qualité personnelle de la personne impliquée. Et pour moi, médecin, vous pensez bien que je vais faire appel à des connaissances psychologiques. Quel est le psychisme? Quelle est l'attitude mentale, le comportement normal ou névrotique ou un peu obsédé? Enfin, quelles sont les raisons? Ce sont des problèmes psychologiques. Pour moi, ce sont des problèmes de personnalité. Ce sont des personnalités qui... Ce sont des dérives personnelles. Des dérives personnelles, des dérives liées à un vécu, liées à des souffrances, liées à des désillusions, liées à des déconvenus qui font le délinquant, qui font celui qui a une revendication, qui veut s'exprimer par une certaine violence, estimant peut-être lui-même étant soumis à une certaine violence de la société. Que répondez-vous aux Français qui ne sont pas musulmans et qui ont l'impression que les musulmans veulent imposer leurs règles aux autres? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas là pour manger, comme disent le pain des Français. Nous sommes là, au contraire, pour aider à vivre ensemble. Nous admirons beaucoup, personnellement, la culture française, à qui nous devons beaucoup de notre identité, de notre personnalité, de notre langue, de nos comportements, de nos progrès techniques, de nos progrès scientifiques, de nos progrès dans tous les domaines, y compris artistiques, universitaires ou littéraires. C'est un trésor. Vous voulez pas que nous soyons les éléments destructeurs de ce trésor qu'est la culture française. Donc je la défends. Donc l'islam est compatible avec la République? Mais l'islam, je vis mon islam chaque jour.
mais je suis même responsable d'une très grande mosquée en France qui a une histoire la mosquée de Paris. grande comme, je dirais, la Tour Eiffel. Tout de même, nous serions, je comprends mal cette espèce de suspicion permanente, illégitime, pour mon point de vue, illégitime. Mais enfin, pourquoi continuer encore ces séquelles du passé? Pour moi, ce sont des séquelles plus ou moins politiques, plus ou moins de déconvenues en France. Oui, il y a eu la guerre d'Algérie. Oui, nous l'avons vécu tous les jours, cette période dure qui a marqué notre société et dont nous n'arrivons toujours pas à nous sortir. Il y a des déconvenues, mais les autres pays qui n'ont pas eu ces problèmes-là ne l'ont pas. Vous parlez d'Algérie, justement.